très heureuse ce soir avec Caroline Rambaud d'accueillir la réalisatrice, cinéaste et chercheuse Gala Hernandez-Lopez. Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir découvert ton travail à travers ton film documentaire La mécanique des fluides. Et je dois d'ailleurs faire un petit clin d'œil à Vega Gaspard-Royer, qui me l'a fait en particulier découvrir. Et c'était une joie. Donc, je sais que tu es en salle et merci pour cette découverte. La mécanique des fluides, c'est une enquête qui prend pour point de départ une lettre de suicide qui avait été publiée par un incel, donc un célibataire involontaire, mais je pense que vous êtes plus habitués encore que moi à cette terminologie, sur la plateforme Reddit. Reddit aussi, on peut le dire comme ça, avec pour titre « L'Amérique est responsable de ma mort ». Cette enquête se construit évidemment comme une dérive virtuelle sur Internet à la recherche des traces numériques d'anathématiques. La construction du film est très, très singulière puisqu'elle utilise et renouvelle l'usage de la capture d'écran. Je pense qu'on y reviendra ce soir. Ce film s'inscrit dans une trilogie, mais je pense aussi qu'on va y revenir plus largement ce soir. Mais simplement ce titre très éloquent, « For here I am sitting in a tin can far above the world ». Donc on entend tout de suite une petite mélodie qu'on a envie de fredonner. Il s'agit d'une installation parce que je le disais aussi, ton travail peut aussi prendre la forme d'installation, d'une installation sur 2 écrans où 2 fantasmes se lient, celui de la cryogénie et celui de la crypto-monnaie à travers une figure, celle d'Al Finney, qui en 2014 est entrée en cryostase. Et je suis sûre que dans la salle, ça résonnera aussi avec un texte qui a pu être lu ici par Stéphanie Solinas il y a quelques semaines, aussi autour de cette possibilité qui est réelle, qui est devenue la cryogénisation, quand elle lisait ce passage autour de Alcor, où justement est conservé en ce moment même ce corps. Mais sans trop digresser, mais aussi simplement pour tisser des liens dans la programmation culturelle. Julien Sirjac est avec nous ce soir. On a aussi eu, à l'occasion du lancement de la monographie des Bells Angels, eu l'occasion de voir un très beau film dans la chapelle, pour signaler aussi que cette question du technocapitalisme, elle est travaillée dans la programmation culturelle à plein d'endroits. Et c'est aussi ce soir ce qui nous emmène à cette rencontre avec toi, Gala, autour des fantasmes que cela produit, comme ceux sur lesquels ça s'appuie et qui sont au cœur de ton travail. Et nous allons, je crois, y revenir ensemble. Et du coup, j'ai proposé également ce soir à Caroline Rambaud, que vous pouvez retrouver dont vous pouvez retrouver le travail dans l'exposition Félicita en ce moment même, et qui connaît Gala de l'intérieur, puisque vous avez eu l'occasion de travailler en stage toutes les deux. Enfin, tu as eu l'occasion de travailler sur ces projets récents. Du coup, je voulais aussi qu'on soit ensemble à la table ce soir avec Caroline pour partager cette vision plus intérieure du travail. Et donc, pour vous dire un petit peu comment va se dérouler la soirée, on vous a réservé une petite surprise ce soir, puisqu'on va pouvoir voir un film de Gala, le plus récent en date, qui n'est pas encore sorti officiellement, Like Moth to Light. Donc, on va vous proposer de regarder ce film qui dure une 30aine de minutes. Puis ensuite, on échangera toutes les 3 et on ouvrira bien sûr la conversation à la salle. Mais je laisse la parole à Caroline avant de pouvoir voir le film. Merci encore, Gala Hernandez-Lopez, d'être avec nous ce soir. Merci Audrey de m'avoir proposé de participer à cet échange avec vous. Gala, moi je suis ravie de te retrouver à cette occasion. À l'époque où j'avais postulé pour réaliser mon stage à tes côtés, j'avais découvert, pas de manière très originale, mais j'avais découvert ton travail à travers la mécanique des fluides. Et au-delà de
la richesse de ton analyse et de l'intérêt que le sujet pouvait avoir pour moi. Ce qui m'avait touchée et ce qui était resté avec moi, c'était la manière dont, tout en gardant ton positionnement écoféministe, tu te positionnais dans une démarche de compréhension et d'empathie envers une communauté, vers la communauté des incels, qui est une communauté misogyne, qui est une communauté masculiniste. Et ce positionnement, ce travail d'empathie, moi j'ai pu observer que tu as continué, que tu l'as développé dans les films qui ont suivi. Parce qu'au moment où je t'ai retrouvée pour le stage, tu étais en résidence au Palais de Tokyo, à la friche du Palais de Tokyo, et tu terminais Plus d'ICA, et tu engageais ton travail sur le film qu'on va voir ce soir, découvrir ce soir. Et donc, on reviendra sur ces questions-là, mais je suis ravie. Merci. Merci, Gala, d'avoir accepté de nous montrer ce film ce soir. Peut-être avant de plonger un petit peu plus en profondeur avec toi, avec vous, dans ce film, est-ce que, pour revenir à cette trilogie qu'on évoquait tout à l'heure, donc avec la mécanique des fluides, I'm Sitting in a Tin Can et Tenka, qui balaye aussi le portrait de Paul, ce plus d'Ika, ce jeune homme qui rêve de gagner beaucoup d'argent, de faire fortune en se plongeant et en devenant un adepte de la crypto-monnaie qui plonge dans cette communauté. Donc ça, ce sont les trois volets de la trilogie. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui distingue ce dernier film, Like Moth to Light, de la trilogie? Bonsoir. Alors, déjà, merci d'être venu. C'est un peu étrange parce que c'est la première fois que je vois le film terminé sur grand écran. Du coup, je suis un peu choquée. Il faut que je me récupère de ce coup. Mais oui, du coup, non. La trilogie, disons que pour moi, ce que les 3 films précédents avaient en commun, c'est que je proposais l'exploration de 3 communautés virtuelles qui étaient essentiellement composées d'hommes, en tout cas très masculinisées, et qui avaient des liens très spécifiques et très particuliers avec des technologies, chacune avec une technologie concrète. Et du coup, je me posais aussi un peu la question de comment ces technologies modelaient en fait des nouvelles subjectivités aujourd'hui, comment elles participaient à la fabrication et à la production de ces communautés. Donc les incels, les extropiens et disons la communauté crypto ou de network marketing, etc. Et en vrai, cette question, je pense qu'elle est toujours là. C'est-à-dire que dans le cas de Like Moth to Light, je pense que la différence, c'est que c'est pas une communauté. Mais en tout cas, c'est toujours la question de comment une technologie disruptive, dans le cas de ce film que vous venez de voir, les technologies d'ingénierie des rêves, peuvent moduler, produire des fantasmes et des fictions partagées, collectives, qui sont performatives, qui produisent aussi du réel et qui produisent des flux de données, de capital, des marchés financiers, etc. Donc parce que finalement c'est une fiction, voilà. Et d'ailleurs, le fait que ce soit une fiction, ça le différencie aussi beaucoup des 3 premiers films, et notamment du premier. Je crois que tu as fait, c'est intéressant de retourner à ta méthode de travail, et notamment au début, justement, avec la mécanique des fluides, et au fait que tu aies aussi mené un travail de recherche en parallèle, où tu te posais une question quand même cruciale, qui a été assez fondatrice aussi pour ta propre pratique, celle de la capture d'écran en tant que médium à l'ère post-Internet. Est-ce que tu peux... Là, on voit que c'est un grand switch, que c'est d'autres formes exploratoires, qu'on va beaucoup plus aller vers la fiction, même si la question de l'archive est extrêmement présente. Mais est-ce que tu peux revenir aussi sur ce premier mouvement de recherche, et sur les champs exploratoires que ça a ouvert à ta propre pratique? Oui. Alors, là, il y a encore beaucoup de recherches. C'est vrai que la pratique de la recherche, elle est très chère.
J'ai été doctorante à Paris 8 pendant 5 ans. Je faisais cours là-bas et j'ai abandonné ma thèse avec non sans honte. Mais voilà, parce que c'était pas possible de continuer. Mais en tout cas, la pratique de la recherche, je l'ai acquise un peu en faisant ma thèse à Paris 8 et je la pratique toujours. Ma thèse à Paris 8, c'était une thèse qui portait en effet sur la capture d'écran et qui avait un titre que je prenais de Godard, qui était une phrase des histoires de cinéma de Godard, qui dit à un moment, il dit « la caméra, c'est l'écran ». Et donc, je me posais un peu la question du devenir caméra des écrans à travers ce geste si banal, en fait, si quotidien qu'est la capture d'écran. Dans mon cas, c'était la capture vidéo d'écran, c'était l'image en mouvement qui m'intéressait. Mais en tout cas, à partir de ce geste et disons que j'essayais de faire une théorie de la capture d'écran comme opération médiatique, comme média. Donc, c'était une thèse plutôt en théorie des médias, pas tellement au cinéma, même si j'analysais certains films aussi, mais bon. Et du coup, à travers ça, j'essayais de poser aussi la question du devenir image, en fait, du monde et de comment, de plus en plus, on a un rapport au monde qui est médié par les images et non pas par... Voilà, et donc, la capture d'écran, c'est quand même une image d'image. Donc, c'est toujours déjà une image de... même pas d'image, parce que moi, ce que je disais dans la thèse, c'est que ce qu'on voit sur les écrans, ce ne sont pas des images, mais des visualisations de données qui s'actualisent en fait en permanence. Donc, une image, pour moi, elle avait quand même... j'essayais de la définir comme un support un peu plus fixe, alors que ce qu'on voit... la question, c'était est-ce qu'on peut appeler ça des images, ce qu'on voit sur nos écrans, ou est-ce qu'on doit les appeler... autre chose, moi je les appelais screenscape, donc des paysages d'écran qui sont dynamiques en fait, qui sont que des visualisations de données qui sont connectées en permanence et qui interagissent avec l'utilisateur de l'ordinateur en permanence et du coup qui sont mobiles, voilà. Et cette thèse du coup a donné lieu à La mécanique des fluides, qui était un film composé principalement de capture d'écran. Voilà. Et c'est vrai que ma pratique depuis la mécanique, elle s'est un peu éloignée de ce premier geste qui m'avait intéressée à un moment. Et aujourd'hui, je vais vers la fiction petit à petit. Et dans ce film, c'est assez clair, même si ça reste quand même un essai principalement documentaire. Un personnage... qui détonne un petit peu dans ce registre fictionnel, c'est ce PTG de Prophetix, mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Ouais, je voulais revenir aussi sur... du coup, j'avais abordé le fait que ce qui m'avait touché dans la mécanique, c'était l'empathie dont tu faisais preuve. Et aujourd'hui, on observe énormément de polarisation. Dans le film qu'on vient de regarder, il y a justement ce fameux PDG qui nous parle aussi de frontières. Toi, dans ton travail, tu vas t'intéresser à des communautés qu'on pourrait, de manière assez stéréotypée, considérer comme étant nos ennemis. Les incels, la crypto-monnaie, tout simplement le capitalisme. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ce positionnement et des liens que tu vas tisser avec ces personnes-là, surtout par rapport à la trilogie, notamment du lien que tu as pu tisser avec Paul, le personnage principal de Plustica? Oui. Alors, en fait, c'est que moi, il y a quelque chose qui me fait très mal dans le réel aujourd'hui, c'est que je sens de plus en plus, je pense qu'on ressent tous et toutes cette violence, en fait, qui monte et comment on est de moins en moins capable d'avoir une conversation, en fait, avec l'autre, d'aller dans une rencontre, d'aller vers l'autre et de le rencontrer dans son altérité radicale, même quand on est face à des subjectivités complètement... j'aime pas le terme ennemi parce que je préfère le terme adversaire. Je vais pas expliquer pourquoi parce que c'est assez long à théoriser, mais en tout cas, oui, avec des gens qui sont pas d'accord avec nous et qui ne représentent pas un modèle, disons, une organisation, enfin en tout cas qui n'ont pas de proposition de comment organiser le monde qui soit a priori compatible avec la nôtre. Donc il y a une incompatibilité forte,
mais cela n'empêche pas de pouvoir, je pense, les écouter, et je pense que c'est un geste fondamentalement politique et démocratique que de donner la parole à ces gens, que de prendre le temps de les entendre, de les écouter. Je pense qu'un gros problème que la gauche, ça c'est un peu plus personnel, mais que la gauche a souvent tendance à avoir du mal, avec un certain mépris de classe aussi, à prendre en charge et à écouter parfois des discours de gens qui peuvent être entendus comme d'extrême droite mais je pense que c'est notre responsabilité d'aller vers eux, c'est notre responsabilité de les écouter et d'avoir une discussion avec eux. C'est ça la politique. Et voilà, dans mes films, c'est vrai que j'essaie dans les 2 premiers films, c'est des conversations imaginaires parce que je les ai pas vraiment rencontrés, mais en tout cas dans le film, je leur donne la parole et après il y a une voix off qui incarne un peu ma voix, qui essaie de répondre ou de tisser un dialogue avec eux. Et dans le 3e volet de la trilogie, c'est beaucoup plus direct. Je suis vraiment allée à la rencontre et je laisse vraiment la parole à ce personnage. Même si, finalement, je m'intègre moi aussi dans le film, mais... Donc, je voulais juste repréciser le personnage de Paul dans 10K que tu évoquais, dans Plus d'Ika, que tu évoquais à l'instant et que vous pouvez voir, je le précise, parce que si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, il est actuellement en replay sur France Télé. Donc, c'est de ce film dont Gala vient de parler. Oui, qui a un personnage principal qui n'a rien à voir avec moi en termes identitaires et idéologiques, politiques, etc. Mais avec qui, je suis vraiment devenue amie. Je pense qu'on a tous et toutes eu l'expérience, de peut-être avoir des membres de notre famille avec qui on n'est pas d'accord politiquement, mais je pense que ça fait partie du réel. Et je pense qu'on est en train de vraiment tomber dans une forme d'intolérance, en fait, vraiment qui m'inquiète, moi, personnellement, beaucoup. Et une incapacité de juste écouter, entendre certains propos c'est assez basique, ça semble un peu basique quand je le dis comme ça, mais je pense vraiment je trouve que la gauche, si je me considère quelqu'un de gauche, mais que même la gauche tombe là-dedans, que c'est une responsabilité collective en fait de prendre en charge la douleur aussi de ces personnes-là qui souffrent aussi et qui, moi je m'interroge beaucoup sur leur douleur, leur vulnérabilité, qui peut-être explique en fait aussi leur idéologie ou leur identité politique, quoi. Et tu sens que ça a été un petit peu différent pour toi d'avoir d'abord ces 2 conversations virtuelles et ensuite d'avoir vraiment Paul en face de toi, avec toi, pour rencontrer aussi sa famille, sa grand-mère, des échanges qu'on voit notamment dans le film. Oui. Est-ce que ça a changé l'écriture Ouais, complètement. Et c'était un désir que j'avais aussi de sortir des archives parce que j'avais l'impression que justement que de travailler à partir parce que je disais avant, d'images déjà là, et puis tu as quand même un rapport au personnage très fantasmatique aussi parce que tu ne l'as jamais rencontré, donc ça devient des discours, des images, des mots, mais tu ne sais pas vraiment, tu peux pas vraiment parler avec la personne et toi tu n'as pas accès à. Donc ça devient en fait presque un personnage de fiction. Finalement, quand tu travailles avec des archives, pour moi ça se rapproche beaucoup de la fiction, beaucoup plus que du coup le 3e personnage qui est, même si le film en soi il semble plus un film de fiction par sa forme, en réalité je pense qu'il y a une part de réel beaucoup plus forte dans le 3e film, dans le sens où je donne la parole à Paul de manière beaucoup plus directe et je me mets pas moins en tant que médiatrice de l'accès que le spectateur a à Paul. Et ça m'a semblé aussi intéressant dans le sens où j'avais envie de voir, ok, les incels, on peut les tolérer parce qu'il y a quand même une voix off de la réalisatrice qui adoucit un peu les incels, qui te prend de la main, qui te fait un petit parcours, tu vois, aussi. Ouais, et du coup, qui te rend les incels tolérables, ou en tout cas entendables. J'avais envie de voir, de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si la rencontre avec ces personnages-là, il n'y a pas de médiation, en fait.
la médiation, c'est le film, mais je veux dire, si c'est beaucoup plus direct et le spectateur doit se confronter à ce personnage et potentiellement développer une forme d'empathie ou en tout cas d'écoute active et sympathique a priori avec Paul. Et le résultat n'est pas le même du tout. Moi, c'est ce que je disais aussi, Paul. Le troisième film, il est beaucoup plus difficile à regarder, je pense, pour certains. Oui, il y a une réalité qu'on sent complètement autre aussi. Et donc, tu réalises ces portraits d'hommes, c'est exclusivement des portraits d'hommes pour la trilogie, mais on sent bien évidemment que ton travail il est nourri par des figures féminines. Tu dédies la mécanique à Bell Hooks. Dans Plusika, justement, quand Paul te demande de lui citer un de tes modèles, tu parles de Chantal Akerman. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ses influences, de tes lectures, peut-être plus de ta position aussi de spectatrice Alors moi, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à... c'est que mes références n'ont rien à voir avec le cinéma que je finis par faire. Parce que j'ai envie de dire aujourd'hui, la réalisatrice qui me stimule le plus et que je trouve la plus intéressante, une réalisatrice en tout cas, c'est Alice Rohrwacher, qui est cette réalisatrice italienne qui a fait la Chimera et Lazzaro Felice, Les Maraviglie, etc., que je trouve incroyable, mais du coup qui fait vraiment de la fiction avec des... j'écris un film de fiction en ce moment, peut-être que je vais finir par faire... en termes de cinéma, Chantal Akerman, bien sûr, c'est pour tout le monde, je pense, pour toutes les réalisatrices femmes qui font du documentaire aujourd'hui, ça reste une grande référence. Mais j'ai du mal à citer des gens qui m'ont influencé dans la forme de mes films. Il y a quelque chose de Farocki quand même dans certaines de mes analyses. Hitler Steyerl, bien sûr, je l'adore parce que dans Farocki et Steyerl, qui d'ailleurs était un peu élève et disciple, disciple et maître, quoi. Il y a quand même cette dimension de artiste-chercheur. Il y a quand même, c'est des figures qui sont capables de produire, une théorie assez poussée, assez complexe du monde dans leurs écrits, et en même temps dans leurs films. Voilà, et je pense que c'est assez rare. En tout cas, la figure de l'artiste-chercheur qui a été quand même en France ces dernières années assez romantisée, je pense, à ses limites. Et c'est assez rare, en fait, de trouver des figures qui sont aussi intéressants et dans les deux, dans la théorie, dans la pratique, disons. Voilà. Et donc, je pense à Farocki et à Steyerl parce que pour moi, c'est un peu des maîtres de ça. Et oui, c'est ce qu'on disait l'autre jour, je suis un peu désenchantée avec la figure de l'artiste-chercheur et avec la recherche-création aujourd'hui. Mais justement, la fiction arrive dans le jeu. Et pour enchaîner un petit peu sur ce dernier film, il y a quand même une forme d'archéologie des médias qui est assez présente. Tu introduis un long passage quand même autour des images photographiques d'Hergé et Baraduc, de ses expériences, en fait, de cette quête de rendre l'invisible visible. Tu convoques cette machine, le radiographe portable. Pourquoi tu as choisi de convoquer cette histoire de la photo et qu'est-ce que ça nous dit de ces fantasmes contemporains de la science? Et peut-être qu'on peut aussi lier ça. Justement, c'est là très très présent dans ce film, mais il y a derrière peut-être quelque chose qui tient du fantasme, en fait, sur des expériences qui seraient de l'ordre du fantasme, où la technologie est très très présente. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en fait? Peut-être d'abord un peu sur ce rapport à l'archéologie des médias, qui est très présent dans la construction du film, et ensuite peut-être sur des similitudes aussi avec d'autres projets que tu as pu mener. Oui, alors l'archéologie des médias, je pense, c'est un peu un tic que j'ai acquis à Paris 8. Non, mais c'est présent dans certains de mes films, dans la mécanique. À un moment aussi, je parle de la première
expérience à Harvard de application de rencontre, disons. Et oui, c'est vrai que j'ai tendance à essayer toujours de retracer un peu l'origine des technologies que j'explore. Donc l'ancêtre de Face Match, cette scène qui est dédiée à l'ancêtre de Face Match, tu repars avant Zuckerberg. Oui, dans les années 60. Dans les années 60, à cette expérience. Oui, et là, je fais un peu pareil. En fait, en gros, ce film, je l'ai commencé parce que j'avais découvert Prophétique, donc cette start-up new-yorkaise que j'avais lu un article dans la revue Fortune Magazine qui parlait de cette start-up qui voulait nous permettre de travailler dans nos rêves. C'était vraiment ça le head title. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé toute une recherche qui m'a pris des longs mois. D'ailleurs, c'était un peu le moment où tu travaillais avec moi, où j'explorais un peu toutes les ancêtres de ce champ en fait disciplinaire qui s'appelle aujourd'hui l'ingénierie des rêves. Donc toutes ces technologies qui ont vraiment explosé en fait avec l'intelligence artificielle, avec le boom de l'intelligence artificielle en 2022 et qui permettent de décoder les rêves, enfin en tout cas produire des visualisations des rêves, avoir une influence sur le contenu des rêves, sur la nature des rêves, etc. Enfin toutes les technologies qui en gros aujourd'hui c'est une forme d'alliance entre l'intelligence artificielle et la neurotechnologie qui essaye en fait de s'emparer de nos rêves, et que bien entendu s'emparer de nos rêves, ça veut dire à long terme avec un but de rentabilité économique et financière. Donc ça c'est aussi quelque chose qui moi que j'ai gardé en tête tout au long du processus. Et du coup, je suis tombée sur ce moment un peu charnière, enfin important dans l'histoire de ces technologies, qui est le moment de l'invention en fait des rayons, enfin de la découverte des rayons X, donc de la radiographie. Et c'est un moment où, comme à tout moment où on invente en fait des technologies, où on découvre il y a toutes sortes de fantasmes en fait qui se mettent en place, et donc on s'est dit si la radiographie nous permet de voir à travers les surfaces, à l'intérieur des corps, pourquoi elle ne pourrait pas nous permettre aussi de voir à l'intérieur de l'esprit, enfin voir l'esprit, enfin rendre visible les idées, les rêves, donc briser un peu la boîte noire du cerveau. Et donc c'est ce moment où il y a en fait partout, ça c'est Clément Chéroux qui en a beaucoup parlé, il en a beaucoup écrit sur ça, un historien de la photographie, j'imagine que vous le connaissez, et du coup qui du coup a beaucoup écrit sur plein d'expérimentations qui ont lieu à cette période-là, à la fin du 19e, dans plein de pays, aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc., où il y a plein de scientifiques et plein de photographes aussi amateurs, comme c'est le cas de Darger et Baraduc, du coup l'exemple français, qui se lancent dans cette quête d'image de l'esprit, d'image du cerveau, de nos pensées, de nos rêves. Et donc, en fait, avec une invention aujourd'hui qui nous semble un peu irrisoire, mais qui est tout simplement une sorte de caméra scooter, enfin de chambre noire, enfin de caméra photographique collée au cerveau, enfin au front, en espérant que on puisse capturer et tout. En fait, ça vient aussi d'un moment où il y avait encore les restes de la doctrine du magnétisme animal, qui était encore une doctrine plus ou moins opérationnelle à ce moment-là dans les cercles de parapsychologie et même scientifiques encore à ce moment-là. Du coup, c'est de là que vient cette idée du fluide invisible, qui connecterait tous les êtres vivants et qui circule, qui est invisible, mais qu'on peut essayer de le capter à l'aide de médiation technologique. Et c'est assez fascinant parce que les images me semblent très belles, même si bien entendu c'est plutôt des gestes spéculatifs et interprétatifs de Darger et Baraduc, qui voient des choses là, c'est la volonté de voir en fait qui joue là-dedans. Mais du coup, comment tu le relis
à ces fantasmes contemporains. Quand tu disais de façon très concrète, là, dans la spéculation qui concerne les rêves, il y a de l'argent en jeu, il y a vraiment la volonté de monétiser les rêves. Tu le dis, c'est dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le film. Qu'est-ce qui, au fond, est-ce que on est face à un fantasme de nouveau? Est-ce que c'est pour toi? Oui, bien sûr. Du coup, je le lis à l'intelligence artificielle parce que elle vient un peu d'exploser. Maintenant, c'est plus si récent que ça, mais bon, les dernières années, c'est quand même les années du boom de l'IA et du coup, pareil, ça réactive en fait de très vieux fantasmes comme cette idée de la transparence du cerveau, qui est une idée très très ancienne en fait, qui fait partie, je pense, d'un devenir aussi donné du monde. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment historique où gouverné par une obsession de tout transformer en données parce que les données sont quantifiables, sont monétisables, et du coup, pourquoi pas transformer en données nos rêves? Pourquoi pas, à un moment, imaginer, je sais pas, un marché financier spéculatif où on spécule avec des rêves transformés en actifs financiers. Enfin, c'est ça. Pourquoi pas imaginer, d'ailleurs, ça a été déjà exploré, la possibilité du marketing, dream marketing, de faire de la publicité dans nos rêves, de acheter des espaces de publicité pendant nos nuits. Et donc ça fait partie. Et ce que j'essaie de dire aussi dans le film, de manière pas directe, mais j'espère que poétique, j'espère que c'est là, c'est que ce fantasme de la transparence du cerveau, il est très lié aussi à un fantasme beaucoup plus vaste, qui est le fantasme de la visibilité totale et de la surveillance totale. C'est-à-dire que le lien que je fais entre Dreamland et ce moment en fait où on est obsédé par l'abolition de la nuit, c'est-à-dire transformer la nuit en jour par un geste prométhéique, de Prométhée, de voler le feu aux dieux et de contrôler la nuit, parce que la nuit, c'est quand même un espace qui nous gêne. Enfin, c'est un espace qui gêne le capitalisme, en tout cas, qui pose problème, parce que c'est un espace et un temps qui est quand même un tiers de nos existences qu'on passe à dormir. Et pendant lesquelles, c'est des heures qu'on n'est pas productif, on n'est pas... Donc voilà, et prophétique s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire comment rendre cet espace-temps profitable et productif. Donc, on pourrait éventuellement imaginer de travailler dans nos rêves à partir de rêves lucides, d'avoir des rêves lucides. Et en fait, ça n'a pas de limite. Je veux dire, on peut. Tout est privatisable, tout est. Donc voilà, c'est pour ça que ça. Au-delà de l'écho-poétique entre Dreamland et les rêves, je pense qu'il y a aussi en fait un écho beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond, qui est que Dreamland en fait était né comme le contrat d'électricité le plus grand des États-Unis. C'était vraiment un geste démiurgique en fait d'un investisseur immobilier qui voulait créer une structure, un parc d'attractions qui est visible à des dizaines de kilomètres et donc cette obsession en fait par la lumière, par la visibilité, par la clarté vient de très loin. Enfin, mais pour moi c'est lié en fait à ce fantasme de pouvoir voir les rêves en fait aujourd'hui, de les transformer en images. Même si ça se joue pas tout à fait au même endroit, ça rejoint aussi la question de la transparence. Oui, voilà, et d'obtenir des images, de tout transformer en images, qu'il ne reste plus rien sans images. En fait, c'est aussi ça, c'est que les rêves et notre imagination, c'est quand même les seules images aujourd'hui qu'on ne peut pas partager parce que c'est des images mentales. Et donc, on ne peut pas les partager. Et donc, ça pose problème au capitalisme numérique. Enfin, ça pose problème. Et donc, moi, je comprends la fascination. Je comprends la fascination. Et moi-même, je la ressens quand je vois ces images extraites du cerveau. Aujourd'hui, je veux dire, avec l'IA qui décode l'activité cérébrale à partir de résonance magnétique, etc. En fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de prométhéique, je ne sais pas comment on dit ce mot en français, prométhéen,
qui est intrinsèque à l'humain, à la nature, à la condition humaine, de toujours vouloir repousser les frontières, les limites du savoir scientifique, etc. C'est ce que Eric dit. Bon, après, Eric, il le dit avec avec son délire colonialiste, mais ouais. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans toutes ces technologies, autant dans celle de Baraduc et Darget, comme l'IA aujourd'hui est prophétique, c'est que finalement, c'est de l'échec, en fait. C'est que c'est des technologies qui ne fonctionnent pas. Et comme la cryogénisation, d'ailleurs, qui me fascinait aussi en tant que, disons, machine de voyage dans le temps défaillante, enfin, qui ne fonctionne pas pour l'instant. Comme le leurre de la crypto-monnaie. Comme la crypto-monnaie, oui. Enfin, voilà. Donc, moi, ça m'intéresse aussi beaucoup de sonder un peu ces fantasmes high-tech, mais aussi de les ramener à une forme de réel où ces technologies montrent aussi ses limites. C'est que quand on voit les images d'IA produites par l'activité cérébrale, c'est du bruit, en fait. Enfin, aujourd'hui, c'est encore du bruit. Et il ne faut pas non plus tomber dans la peur ou la panique ou parfois d'attribuer des capacités aux technologies beaucoup plus grandes que celles qu'elles ont en réalité, quoi. Donc, en fait, presque dans cette mise en parallèle avec ces débuts de la photographie, ça nous envoie sur cette piste de l'échec, de la possibilité d'échec et d'arrêter dans cette toute-puissance du fantasme. Tu disais, au début, tu parlais de performer la technologie. En fait, c'est des technologies spéculatives qui, disons, ont un pouvoir, une sorte de pouvoir une sorte de boucle, de loop de rétroaction. C'est-à-dire que c'est l'avenir qui gouverne le présent. C'est-à-dire, c'est la foi dans une technologie qui va finir par fonctionner. Mais ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est l'idéologie qui gouverne politiquement le présent, c'est-à-dire la foi dans un avenir meilleur, dans des technologies qui vont finir par résoudre des problèmes, qui performent dans le présent, qui donnent forme au présent, qui gouvernent le présent avant que ça arrive. Donc ces technologies aujourd'hui ne fonctionnent pas, mais elles ont un pouvoir d'action dans le réel, c'est-à-dire elles ont des pouvoirs de faire bouger des marchés, de faire circuler du capital, des investisseurs, donc c'est quand même des fantasmes réels, qui ont un pouvoir d'action réel dans le présent et moi j'adore l'échec. Il y a quelque chose dans l'échec que qui me touche aussi. Qui est important de rappeler aussi. Qui est juste important de rappeler aussi que ça reste des technologies qui peuvent être, qui sont encore parfois mises en échec, qui ne sont pas complètement au point. Et justement, je voulais qu'on parle un petit peu plus de ton rapport aussi à l'IA. Dans la mécanique des fluides, tu présentes un petit peu l'intelligence artificielle comme un objet qui peut venir combler un petit peu la solitude. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des millions de personnes qui utilisent ChatGPT ou des intelligences artificielles similaires comme un outil de soutien psychologique. Et dans Like Mouse to Light, tu l'utilises encore d'une manière différente parce que tu viens produire certaines images en trichant un petit peu avec l'IA. Les images des animaux ? Oui. Alors ça, c'est des images que je n'ai pas créées moi-même. C'est des images qui ont été créées par des chercheurs japonais à une université à Kyoto et à Osaka. C'est un groupe de recherche qui sont à la pointe du décodage par IA générative de l'activité cérébrale en images, de la production d'images à partir de l'activité cérébrale. Et ça, moi, j'ai été en contact avec eux, mais en vrai, c'est des archives que tu peux trouver sur Internet en libre accès et qui n'ont pas de droit, donc j'ai même pas dû les payer parce qu'ils m'ont dit non, en fait ça fait partie de l'éthique scientifique que tu peux utiliser les résultats de notre recherche gratuitement. Donc c'est un article qui a été publié en 2024 donc très récemment sur des expérimentations de individus qui se faisaient mesurer l'activité cérébrale et qui essayaient de se rappeler d'une image qui leur avait été montrée juste avant. Et ça donne ça. Juste avant, quand on voit ce passage juste avant d'arriver sur les animaux,
Sur le duo, à chaque fois de Nimo, on voit, on a l'impression que je pense que c'est encore une photo de Darger et Baraduc qui est en train d'être analysée par une IA qui va justement reconnaître des présences animales. Ça, c'est toi qui l'insères. Ça, c'est oui, en effet, ouais. Ça, c'est un peu un clin d'œil rigolo que j'avais envie d'introduire dans le film parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui me fascinait beaucoup dans la démarche de Darger et Baraduc qui était, parce que j'ai évoqué tout à l'heure, de cette volonté de voir, qui pour moi est intéressant dans le sens où ça rappelle quand même à quel point les images sont polysémiques et à quel point on peut leur faire dire un peu n'importe quoi, aux images. C'est-à-dire que les images ne contiennent pas un message univoque, clair, c'est-à-dire toute image est interprétable. Et dans le cas de Darger et Baraduc, c'est un peu poussé au paroxysme et à l'absurde parce que c'est littéralement du bruit. C'est vraiment des tâches, mais où eux, ils projetaient en fait. C'est presque un regard, encore une fois, performatif, en tout cas qui projette des animaux ou des volcans ou des objets. Il y a un chien, il y a un aigle, voilà. Mais en fait, aujourd'hui, on les voit et on voit tout simplement. En fait, ils dévoilent en fait un peu l'inconscient de Darger et Baraduc. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant de soumettre ces images à une IA de machine vision, qui détecte des objets, qui est capable de détecter des objets à l'image et voir ce que ça donne. Et bien entendu, ça ne donnait rien. Parce qu'il n'y a rien à voir. mais du coup, ce qu'on a fait avec l'aide de Felipe Elgueta, qui est une personne qui m'aide souvent quand j'arrive aux limites de mes connaissances techniques. Lui, il connaît très bien l'IA et il sait en fait personnaliser donc cette IA qu'on avait utilisée pour disons, augmenter le seuil de sensibilité de l'IA. Et presque, à un moment, on l'a augmenté tellement qu'on l'a forcé à voir, en fait. Donc, on lui disait, voilà, on va te soumettre une image où il n'y a rien, mais tu dois nous montrer quelque chose, tu dois nous dire quelque chose. Et donc, elle commençait à bugger comme ça. Elle disait, Lyon, elle commençait à voir là où il y avait du bruit. Et j'ai trouvé ça... j'ai trouvé que ça parlait, en fait, de cette volonté de voir et en même temps aussi de la limite de la machine aussi, en tout cas de comment on peut rendre ridicule l'IA d'une certaine façon. C'est ta façon à toi, c'est l'expression que tu as employée de hacker l'IA. Oui, voilà. Ouais. De hacker l'IA ou de la détourner à des fins humoristiques. Mais c'est un cran de plus finalement avec cette conversation qui termine la mécanique des fluides que tu as avec une IA. Oui, ça c'était Replica, ouais. Ça c'était un chatbot. Ouais. Et c'est vrai que c'était, j'ai l'impression un tout petit peu avant que ça devienne si massif et si oui, complètement, et si quotidien et si normalisé d'avoir des amis IA ou même des relations affectives avec des chatbots. Oui, c'était avant que ça devienne avant que ça devienne vraiment partagé par beaucoup de personnes et accessible par autant de personnes. Et oui, tout à fait. Et tu parlais justement dans le film, tu parles de ce terme de carte d'accident technique, justement au moment où il y a toutes ces volontés de forcer à voir l'image. C'est une expression qui marche très bien. Ouais, parce qu'en fait, je me posais la question en fait de cette. Si on veut regarder le monde, en fait, c'est la question de Max Weber aussi ou de plein d'autres philosophes de la technique qui se posent la question de est-ce que la technologie a désenchanté le monde ? Est-ce que la technologie désenchante le monde, c'est-à-dire remplace, substitue ou rend impossible la pensée magique ? Et je pense que je suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est une question très intéressante. Et dans le cas si on essaie de voir ces images de manière complètement désenchantée, on voit que c'est tout simplement c'est le résultat d'accidents techniques, c'est le résultat d'erreurs techniques. Mais ce qui est beau, c'est justement presque la pensée magique qu'il y a derrière. C'est la volonté de voir et la fiction que ces deux hommes ont construit. Et ils ont cru à ça. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est poétique. Et c'est ça qui, moi, me touche dans leurs gestes et dans leur aventure. Et ouais.
beaucoup, Gala. Je vous propose peut-être qu'on ouvre un petit peu à vos questions, parce que c'est aussi l'occasion d'échanger avec Gala. Donc, si vous voulez, je peux passer un micro en salle. Alors, j'ai une petite question, mais vous avez déjà répondu à cette question, mais c'est juste que j'avais besoin de plus d'informations. C'était par rapport aux archives. Les archives que vous avez utilisées, du coup, elles étaient libres de droit, c'est ça? Les archives pour le film. Non, juste les archives d'IA qui apparaissent au moment où je parle de décodage d'activité cérébrale par l'IA. Oui, ça, c'est des images libres de droit parce que c'est des résultats qui sont publiés dans une revue scientifique et du coup, tu peux les utiliser. Ouais. Okay. Les autres, non, enfin si, les autres aussi en partie libres de droit parce que celles de Dreamland et celles de Darger Baraduc, elles sont tombées dans le domaine public. Enfin, elles ont plus de droits, disons, par leur ancienneté. Par contre, il y a l'archive de la publicité de Prophétique. Enfin, il y a un moment où on voit une pub de Prophétique. Ça, cette archive-là, c'est Prophétique qui nous l'a. Enfin, elle n'est pas libre de droit, mais Prophétique nous l'a cédée. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres archives dans le film. Merci. Libre de droit ne veut pas dire gratuit parce qu'on a quand même dû payer beaucoup d'argent en frais techniques pour toutes les institutions qui nous ont donné l'Académie des sciences, la Library of Congress, ils devaient scanner les images en 4K, etc. Et ça, c'était hyper cher. Mais on n'a pas payé de droits. Disons, on n'a pas dû acheter des droits, quoi. Ouais. Si c'est ça la question. Merci. Oui, moi j'ai une question sur le film, votre dernier film, celui qu'on vient de voir. Donc on a abordé, vous avez abordé la question de la lumière et de la visibilité, un peu comme un fantasme plus général dans lequel voilà, les fantasmes sur les rêves, et la maîtrise, l'ingénierie des rêves, dans lesquels voilà, ces fantasmes-là, ils s'inscrivaient dans un fantasme plus général de la visibilité. Et dans le film, on voit beaucoup d'animaux. Il y a aussi la question de ces rêves comme animaux, qui seraient des animaux qui viendraient la nuit, etc. Et donc toute cette question d'apprivoiser ces animaux, ou de les contrôler, de les exploiter. Pourquoi est-ce qu'il y a cette figure de l'animal ou des animaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça vient interagir avec cette question de la lumière, de la visibilité, des rêves? Si vous pouvez développer sur ce point-là. Oui. Alors ça vient du fait que ça vient de Emerson. En fait, je pensais, en gros, je pensais à moi aussi, je pense. En gros, le but dans le film un peu, c'était de construire une forme, et c'était un peu le défi du film aussi en termes narratifs. C'était comment on fait comprendre aux spectateurs, au public, que les rêves sont un bien à protéger, qui est aujourd'hui menacé. Et comment on développe une forme d'empathie en fait avec les rêves, ou une forme et du coup très vite dans le processus de recherche, je me suis dit qu'il fallait que les rêves soient et une identité, une forme d'entité presque comme en fait très vite j'ai pensé aux communautés indigènes par exemple, et comment les luttes environnementales très souvent elles essayent de donner des entités juridiques, de personnes juridiques par exemple à des éléments naturels comme des forêts ou des rivières ou des fleuves, etc., pour pouvoir les protéger. Donc penser un peu, il y a un déplacement intellectuel où tu essaies de
penser différemment en fait ces objets-là qui ne sont pas tant des ressources mais des sujets de droit en fait, des sujets avec des droits et donc à respecter, à protéger, etc. Et donc j'ai essayé de me dire on pourrait penser les rêves de la même façon. On pourrait penser que les rêves ne nous appartiennent pas. D'ailleurs, il y a plein de cultures dans le monde et dans l'histoire qui pensent aujourd'hui même que les rêves ne nous appartiennent pas, que les rêves nous visitent. Par exemple, dans plein de cultures orientales, il y a cette perception-là et cette idée-là des rêves comme des entités externes et pas comme. Enfin, dans l'histoire des rêves en Occident, il y a eu quand même un moment, 18e, 19e siècle, où on a commencé à penser que les rêves étaient des projections mentale de l'individu et du coup qui nous appartenait. C'était pas des données de l'extérieur. Et voilà, et je pense que très vite j'ai pensé si on pensait un peu aux rêves comme des animaux nocturnes qui viennent nous voir la nuit, nous visiter. Et donc j'ai un peu écrit ce personnage qui dit que quand elle était petite, elle imaginait ces animaux qui venaient le rendre visite. Mais tout ça, ça a été aussi très alimenté par des lectures des journaux de Emerson, dans lesquels lui-même il disait en fait, il y avait une phrase au début du film, il y a une citation des journaux d'Emerson que j'ai éliminée à la fin parce que c'était un peu trop peut-être surligné, mais qui disait les rêves et les animaux. Lui, il voyait les rêves et les animaux comme des formes de compagnonnage, qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Et c'est un peu ce que la voix off dit à la fin du film aussi. C'est très étrange de vivre accompagné par les rêves, par ces formes d'existence qui aussi, qui ont un langage et une forme qu'on ne comprend pas, qui nous est complètement étrangère et un peu comme les animaux. Et Emerson, en fait, il disait toute philosophie qui s'intéresse à l'homme doit s'intéresser tout d'abord par les rêves et les animaux. Parce que c'est les deux formes, disons, les deux ontologies qui nous accompagnent et qui nous entourent dans notre vie quotidienne et qui sont le plus éloignées, en tout cas qui représentent une forme d'altérité radicale, non ? Et donc, pour comprendre l'homme, il faut comprendre aussi ces formes-là. Et je trouvais que c'était très beau de penser aux rêves comme des animaux menacés aujourd'hui, et je pense que j'ai pas tort d'un point de vue un peu plus pratique et réel et concret. Aujourd'hui, il y a une fondation qui a été fondée par un neuroscientifique qui s'appelle Raphaël Yuste, qui s'appelle la Neuro Rights Foundation, qui aujourd'hui essaie de faire de l'activisme et de militer pour les neurodroits, pour que on protège les neurodroits comme des droits fondamentaux. Et que ce soit inscrit dans les constitutions de tous les pays du monde, le droit à la vie privée mentale, le droit à la volonté, à la free will. Et tout ça, il y a 5 neurodroits fondamentaux qui ont été définis et écrits par cette fondation des neurodroits. Vous pouvez trouver en ligne, ils ont plein de ressources très intéressantes. Et du coup, mais du coup, c'est réel, c'est-à-dire que c'est pas des foufous c'est Raphaël Yuste, le président et le directeur et le fondateur de la Neuro Rights Foundation, c'est quand même le neuroscientifique qui était à la tête du plus gros projet de recherche en neurosciences jamais lancé dans l'histoire des États-Unis sous le gouvernement de Obama, qui s'appelait BRAIN. Et c'est ce même neuroscientifique qui aujourd'hui est en train de faire de l'activisme pour nous dire attention, il faut protéger nos données mentales. Il faut protéger nos données cérébrales parce que d'ici 10, moi j'ai eu un entretien avec lui pendant que je faisais des recherches pour le film, et la première question que je lui ai posée, c'est mais c'est vrai. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses en fait, toi qui connais vraiment bien ces technologies-là? Est-ce que tu penses que c'est de la panique? Est-ce que tu penses que ça va jamais arriver, on va jamais réussir? Et lui, il m'a dit très clairement ah oui, non mais d'ici 5-10 ans, on va pouvoir extraire des phrases de ton cerveau, de ta pensée en texte.
Voilà, et donc le déplacement, de penser à ça comme des animaux, c'est un déplacement poétique qui me semblait utile pour développer une forme de préoccupation que moi j'ai. Et du coup, de dire aussi que ce qu'on a fait à la nature et aux animaux, cette forme d'extractiviste, d'exploitation, sont débridés. Enfin, c'est la même chose qu'on va faire avec nos rêves, finalement. Il y a une autre question? Je peux. Pour l'activisme, toi, peut-être j'ai loupé quelque chose, excuse-moi si tu as déjà répondu. Dans l'activisme, toi, comme tu apportes des sujets de tout ton travail, est-ce qu'il y a un peu d'activisme dedans ou est-ce que tu es juste un outil, un messager de sujets que tu présentes, ou est-ce que tu as un avis, toi, personnel par rapport au neurodroit ah bah oui, complètement. De ce qu'on voit dans ton film. Ah bah j'espère que c'était assez clair. Oui. Après, est-ce que je me considère pas activiste parce que j'ai fait un film sur le sujet. Malheureusement, je pense pas que mon film puisse avoir un impact quelconque sur la constitution de pays. mais non, bien sûr que ça me préoccupe, et c'était le premier moteur pour faire ce film, c'était de me dire que, moi personnellement, j'ai un rapport assez intense à mes rêves, et voilà, et je les considère comme des sources très précieuses, en fait, non seulement je dirais pas tellement d'analyse de ce qui m'arrive. Je pense pas que les rêves soient, dans ce sens-là, je suis pas très freudienne, des messages cachés ou des interprétations, mais je pense que ce que j'adore des rêves, c'est que c'est le moment de ma vie dans lequel je me dis que je suis multiple, que je ne suis pas qu'une seule, c'est-à-dire que je peux encore me surprendre de moi-même. Et le matin, quand je me réveille, je me dis, ah tiens, je m'ignore complètement, en fait. Et j'adore ce mystère. J'adore être un mystère pour moi-même. J'adore me sentir et me percevoir comme une source de poésie et de mystère. Et je pense que c'est partagé. On aime les rêves, non? Je sais pas. Il y a des gens qui pensent pas du tout à leurs rêves et qui n'ont pas de rapport à leurs rêves. Mais moi j'ai un rapport assez intense, et du coup, ça m'inquiète qu'on puisse les éradiquer, ou même cette idée d'Éric de pouvoir les contrôler, de pouvoir rêver à volonté, de pouvoir maîtriser ce dont on rêve. Je trouve ça dommage. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas laisser le cerveau, l'inconscient, explorer ses méandres et nous proposer des images et des sons et des émotions sans notre contrôle. Je pense que c'est bien se lâcher prise aussi, non, de ne pas tout pouvoir vouloir contrôler. Merci. Quelqu'un d'autre a des relations intenses avec ses rêves dans la salle? Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question un petit peu naïve. Est-ce que ces personnages qu'on a vus, alors j'ai pas vu aux autres films, mais en tout cas cet entrepreneur qu'on voit, le fait d'avoir fait partie d'une aventure artistique, est-ce que ça les fait un peu réfléchir? Est-ce que ça les infléchit un peu? Voilà. Comment est-ce qu'ils vivent ça? Alors, Éric n'a pas vu le film encore. Je dois lui envoyer cette semaine, mais il n'a pas encore vu le film. Je pense que pour le coup, avec Éric, mon approche était très fonctionnelle et pragmatique, c'est-à-dire que j'ai pas partagé avec lui tout le projet du film. Je lui ai dit, je fais un film sur l'histoire des technologies d'ingénierie des rêves. J'aimerais que ton entreprise apparaissent comme un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'on peut venir te filmer pour que tu présentes l'entreprise? Et en fait, ce qu'on a fait avec lui, c'était vraiment... on a tourné 2 jours à Prophétique. Et il a présenté comment fonctionne son Halo. Il a un peu vendu son produit, là, son casque, avec ce discours sur les États-Unis, la nouvelle frontière des rêves, etc. Il a répété 3 fois
que c'est génial, ça peut te permettre de coucher avec ta célébrité préférée dans tes rêves. C'était vraiment la raison principale, je pense, pour lui, pour faire cette entreprise. Et voilà. Et après, je pense que il est pas. Enfin, je pense que, j'ai pas partagé avec lui en fait toutes mes réflexions sur tout ce que je viens de vous expliquer et sur l'exploitation ou l'instrumentalisation des rêves. Je lui ai posé quelques questions sur des préoccupations que j'avais concernant des possibles failles ou des possibles risques de surveillance, avec qui avait accès à ces données, dans le cadre de son entreprise. Donc je lui ai dit bon, quand même, ça pose quand même quelques questions en termes de respect de la vie privée, de respect de ces données-là qui sont partagées avec l'entreprise, etc. On a parlé de ça, il s'est défendu, il m'a dit que qu'il était bien sûr très au courant. Qu'est-ce qu'il va me dire, mais non, pour l'instant j'ai pas encore eu de vraies conversations avec lui, et c'était très conscient, c'était une volonté parce que je pense que dans le cas de ce film, contrairement par exemple au film précédent où avec Paul, avec le personnage principal, j'avais vraiment partagé c'était beaucoup plus transparent, le projet était beaucoup plus clair pour lui, et il savait le film qu'on était en train de faire du début à la fin. Dans le cas de Eric, je pense que Eric, il savait que il faisait ce film parce qu'il s'est dit c'est de la publicité, c'est de la visibilité pour mon entreprise que je viens de lancer. Donc, d'une certaine façon, il y avait une forme de win-win mutuel. C'est-à-dire, bon, moi, je gagne en comptant sur toi dans le film. Toi, tu gagnes en visibilité potentiellement dans mon film. Mais d'une certaine façon, il y avait, je pense, implicitement ou de manière tacite, on savait que on n'avait rien à voir l'un avec l'autre et que nos intérêts se rejoignaient pas, mais que on gagnait tous les deux à faire le film et à collaborer. Et voilà, et je pense que il va pas être, j'espère qu'il va pas être déçu. Je vais voir ce qu'il dit, mais en tout cas, je lui ai fait signer un document, donc il a rien à dire. mais non, mais je pense qu'il va aimer le film. Non, tu penses pas? Il a peut d'arrêter sa boîte après. Comment? Mais je pense que sa boîte, elle va s'arrêter bientôt parce qu'ils arrivent pas à faire marcher leur truc. Non, mais je pense que dans le générique, je le précise, et je pense que depuis un moment, ils sont plus actifs sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est en train de chuter. Je pense que ça a plus existé d'ici. C'est pour ça que j'étais très pressée aussi de filmer assez vite, parce que j'avais l'impression qu'ils allaient fermer la boîte rapidement. Ouais, du coup, j'avais une remarque qui va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que je rebondissais sur ce que vous disiez juste précédemment. Mais est-ce que l'enjeu, c'est pas davantage plutôt que de protéger les données, pour reprendre votre formule qu'on aurait à l'intérieur, de protéger plutôt l'espace de stockage, si je file la métaphore, et que c'est un enjeu qui dépasse d'ailleurs la problématique des rêves. D'autant plus que moi, j'ai compris qu'on ne rêve pas en dormant, que c'est le réveil qui induit le rêve. Mais... Ah bon? Ouais. Neurologue spécialisé rêve. Que j'ai entendu, il y a peut-être plusieurs théories. Qu'on ne rêve pas en dormant, que c'est le réveil qui induit. Donc l'extérieur, finalement, c'est le réveil qui induit pendant une fraction de seconde le rêve. Non. Pour avoir interviewé 20 spécialistes des rêves et des... Non, c'est... on rêve d'ailleurs dans toutes les phases du sommeil. Avant, on pensait qu'on ne rêvait qu'en sommeil paradoxal, en phase REM, en sommeil profond. Mais aujourd'hui, on sait qu'on rêve on peut même rêver dans un sommeil léger, et dans toutes les phases du sommeil. Après, la question, c'est est-ce qu'on se souvient ou pas de ce qu'on a rêvé? Et ça, il y a plein de gens qui ne s'en souviennent pas. Il y a des gens qui... Et du coup aussi, par exemple, c'est plus facile de se réveiller. Ça dépend aussi d'à quel moment, dans quelle phase on se réveille. Il y en a plus ou moins de chances de se souvenir en fonction de la phase dans laquelle on était quand on s'est réveillé, etc., etc. Mais c'est pas le réveil qui induit les rêves. Et la question des données, je suis pas du tout spécialiste, mais je pense que pour le coup, ça, je peux l'affirmer. Et la question des données, c'est le stockage des données.
Mais au-delà de ça, je pense que moi, ce que j'aimerais dire avec le film, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il devrait y avoir des zones protégées d'une potentielle transformation en données. C'est-à-dire qu'on mette des limites à ce qu'on peut transformer en données, qu'on ne peut pas tout transformer en données, qu'il y a mais même d'un point de vue de la dignité humaine et de ce que est l'humain. En fait, on n'est pas des données. On n'est pas. Et au-delà de ça, je pense que c'est la question de mettre des limites à ça, de ne pas d'arrêter, en tout cas pas d'arrêter la recherche, parce qu'on peut pas arrêter la recherche, ça n'a pas de sens, et ça n'a pas de sens non plus d'avoir cette posture un peu technophobe ou primitiviste. Mais je pense aujourd'hui, de toute façon, on peut pas l'arrêter, mais de la ralentir pour pouvoir comprendre les impacts et les effets de ces technologies et jusqu'où, et surtout qu'on puisse comprendre qui détient les moyens de production de ces technologies, parce que c'est des entreprises privées. C'est pas, et c'est ça qui me préoccupe dans le cas d'Eric et dans plein d'autres entreprises qui sont en train d'être créées aujourd'hui. C'est des entreprises privées. C'est comme Meta, c'est comme OpenAI. C'est qui détient les moyens de production. Moi, dans ce sens-là, je suis très matérialiste. C'est ça qu'il faut commencer à réguler. C'est ça qu'il faut commencer à protéger. Et le problème, c'est que les États, aujourd'hui, n'ont pas la capacité, la vitesse de réaction pour réagir et pour être à jour, en fait, dans les lois. Parce que le système législatif, la création de lois, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement... ça prend des... Voilà, donc c'est juste une question je pense, de ralentir pour pouvoir... Et ça, pour le coup, il y a... Bernard Stiegler qui en parlait beaucoup, et d'ailleurs qui en parlait en évoquant la figure de Prométhée et de son frère Épiméthée. Je parle pas d'Épiméthée dans le film, mais dans le film, à l'intérieur du halo, il y a Prométhée qui est évoqué, c'est le slogan de prophétique d'ailleurs, de Prométhée a volé le feu des dieux, et aujourd'hui on veut voler le rêve aux prophètes. Épiméthée, c'est le frère de Prométhée qui en fait était à la base chargé par les dieux de donner des qualités à tous les animaux et aux êtres humains au moment où on a créé le monde, disons. Donc c'était des titans, et donc Épiméthée, le mot Épiméthée, le nom Épiméthée, ça veut dire celui qui pense après coup, celui qui a tendance à oublier. Épiméthée, et Prométhée, son frère, c'est celui qui voit de l'avant, celui qui voit, qui voit avant que ça arrive, qui anticipe. Donc, c'est des contraires. Épiméthée, parce qu'il a tendance à oublier, il a donné des qualités à tous les animaux, de la fourrure, de la vitesse, de l'agilité, de la force, etc. Mais il a oublié de donner des qualités aux humains. Et c'est parce que cette faute d'Épiméthée dont parle Stiegler, qu'il a oublié de donner des qualités aux humains, que Prométhée a dû venir réparer la faute de son frère en volant le feu. Il a dit, OK, on n'a plus de qualité à vous donner, mais on va vous donner le feu, on va vous donner la technologie, la technique. Vous ne pouvez pas vous protéger vous-même, mais vous pouvez construire des outils pour vous protéger. Et ce que Bernard Stiegler dit, et je suis très d'accord avec lui sur ça, c'est que... Et lui, il parle d'une politique épiméthéenne. Il dit... en fait, Épiméthée, il a été ridiculisé comme le frère un peu stupide, mais Épiméthée, c'est la condition humaine. Enfin, on est intrinsèquement épiméthéen parce que on pense, parce qu'Épiméthée, c'est aussi la capacité réflexive de penser après coup et d'analyser après coup les conséquences de tes actes. Donc, c'est une sorte de retour critique, finalement, sur la technologie, ce que Épiméthée pourrait permettre. Et je pense que c'est ce retour critique, cette sorte de politique épiméthéenne, de penser après coup ce qui nous définit et aussi ce qu'on devrait essayer de maîtriser un peu plus, c'est-à-dire avoir un peu plus de recul et un peu plus de pensée critique sur toutes ces technologies disruptives aujourd'hui, quoi. Je ne sais pas si ça a été clair, mais... être moins dans la spéculation de l'avenir et plus dans le retour de penser ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on vient de faire, en fait?
Ouais. C'est pas mal comme la fin, je crois. Bah, merci beaucoup. Merci, Gala.